Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes lundi 17 mars 2025. Bienvenue à mes fidèles de la RPA. À ce journal de voici les principaux titres. L'insuffisance d'enseignement sur la prévention et la protection contre le VIH-Sida dans les écoles est une cause majeure de la propagation de cette maladie dans le milieu scolaire. Point de vue d'un élève qui s'est entretenu avec la RPA. Cet élève propose d'ailleurs la multiplication des campagnes de sensibilisation tout en appelant les parents d'élèves de briser le tabou et s'entretenir avec leurs enfants. Le gouverneur de Karuzi a abusé de son pouvoir en empêchant la tenue des activités de la coalition Burundi Bwabose à qui elle avait elle-même octroyé la permission. Et cette coalition réagit à ce propos en indiquant que ce qui s'est passé ce dimanche est une preuve que même les prochaines élections ne seront ni libres ni démocratiques. Voilà pour le sommet. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page santé. Lancement ce lundi de la campagne de vaccination contre le paludisme au Burundi. Les cérémonies d'ouverture de cette campagne se sont déroulées en commune de Manda, située en province de Bubanza. Ce vaccin contre le paludisme va être donné aux enfants ayant un âge compris entre 6 et 11 mois. Et 15 cas suspects de choléra, dont 4 confirmés, tous des enfants, sont pris en charge au centre de santé de Rugombo. Tous sont des réfugiés congolais ayant fui la guerre à l'est de la RDC. Le manque d'eau et l'insalubrité remarquable au sein de ce camp aggrave la situation. Les réfugiés dénoncent une insécurité sanitaire croissante. Le point avec Walter Kwizera. L'épidémie de choléra sévit actuellement au camp de transit de Rugombo, où de nombreuses familles ont trouvé refuge après avoir fui les violences à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les premiers touchés par cette épidémie, on compte surtout des enfants et des femmes enceintes. La situation est critique dans ce camp où les conditions sanitaires laissent à désirer. Le manque d'eau et l'insuffisance des infrastructures sanitaires, notamment des latrines, exacerbent la situation. Les enfants, une fois sortis des latrines, se retrouvent souvent sans eau pour se laver les mains, ce qui contribue à la propagation de la maladie. De plus, l'absence d'eau pour les besoins quotidiens complique encore davantage les conditions de vie des réfugiés. Pour de nombreuses familles, la situation est intenable. Les réfugiés, désespérés, dénoncent l'insécurité sanitaire croissante, mettant en danger leur vie et celle de leurs enfants. Le problème ici est que les gens vivent sans assainissement adéquat et l'accès aux soins de santé est inexistant. De plus, les toilettes sont en nombre très limité et manquent d'hygiène. À cela s'ajoute une grave pénurie d'eau qui est un problème majeur ici car il arrive que nous passions toute une journée sans en obtenir. Tous ces facteurs ont conduit à l'apparition d'une épidémie de choléra. Cela fait maintenant 1 semaine et demie que la maladie a été signalée et jusqu'à présent, 4 personnes ont été diagnostiquées. Les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes sont les plus vulnérables. En effet, après avoir utilisé ces toilettes insalubres, les gens ne peuvent même pas se laver les mains faute d'eau, ce qui favorise la propagation de l'épidémie. Les réfugiés réclament des solutions immédiates, telles que la construction de nouvelles infrastructures sanitaires et l'approvisionnement en eau potable. Le gouvernement du Burundi, celui de la RDC ainsi que les organisations humanitaires et autres bienfaiteurs doivent unir leurs efforts pour aider les réfugiés congolais, notamment en éradiquant cette épidémie de choléra. Il est essentiel de nous fournir des latrines propres et adaptées ainsi que de l'eau potable. Mais surtout, il faut mettre en place des infrastructures modernes permettant un lavage des mains fréquent afin de garantir une bonne hygiène et stopper ainsi la propagation de cette maladie. Si rien n'est fait, le nombre de personnes contaminées ne cessera d'augmenter dans ce camp de réfugiés congolais situé à Rugombo. Dans un communiqué publié samedi dernier, l'UNICEF a confirmé que l'épidémie de choléra avait bien été identifiée dans ce camp de transit abritant des réfugiés congolais. L'organisation appelle à une intervention d'urgence pour éviter la propagation de l'épidémie et sauver des vies. Toujours en page santé, les leçons apprises à l'école sur le VIH-Sida ne sont pas suffisantes pour que les élèves aient les connaissances nécessaires pour la prévention contre ce fléau.
Réaction de l'un des élèves des écoles secondaires situées à mairie de Bujumbura. Cet élève intervient au moment où le rapport du ministère de la Santé et de lutte contre le sida de l'année 2024 montre que plus de 700 jeunes ont été contaminés, des effectifs très alarmants selon Jeanne Gapia, une femme leader dans la lutte contre cette épidémie. Cet élève indique qu'en classe, certains apprennent les cours destinés à la prévention contre le VIH-Sida pour avoir des points et déplore le fait qu'il existe d'autres qui les apprennent après avoir fait des rapports sexuels. Vous sous-entendez que c'est un problème. On apprend alors que certains jeunes ont déjà fait des rapports sexuels. Pour les non scolarisés, le problème s'accentue. Je pense qu'on devrait organiser plusieurs rencontres de sensibilisation à l'endroit de ces jeunes concernant ce virus. Connaître les conséquences et les moyens de contamination. Ces sensibilisations doivent être organisées dans les milieux scolaires, mais aussi en dehors de ces établissements pour que les non scolarisés sachent les moyens de prévention. Au sein de la communauté, les parents devraient en parler avec leurs enfants. Des fois, ils ne sont pas abordables. Ils doivent trouver la méthodologie de parler de ce virus à leurs enfants. Certains courent ce risque parce que ce dont les parents ou l'école ne disent pas. On apprend à travers nos amis ou dans la communauté. Il arrive que ces amis soient bons ou mauvais. Si tu vis dans une communauté qui ne te conseille pas bien, la situation devient mauvaise. Alors, il faut parler avec ces jeunes. Cet élève qui s'est entretenu avec la RPA propose que les sensibilisations pour la prévention contre le VIH-Sida soient multipliées dans la communauté. Il demande aux parents de briser le tabou en parlant avec leurs enfants. Des effectifs de 700 jeunes contaminés au VIH-Sida, ils sont vraiment très nombreux et plus nombreux courent au danger par l'ignorance et des fois ils sont trompés par leurs amis, surtout que l'épidémie du sida est prise à la légère. Un jeune peut dire que vaut mieux sauver l'île à la place d'une grossesse non désirée. Concernant la question de la manière dont le sida est sensibilisé dans les milieux scolaires, on n'en parle pas souvent et je ne sais pas pourquoi. Mais dans les écoles, il y a des cours, mais tout dépend de la classe que l'on fréquente. Là, l'on apprend comme une leçon dans la cour de biologie. On dit les moyens de contamination et la prévention. Comment on l'annonce à un enfant contaminé? Ce que je suis en train de dire, on l'apprend dans des cours de biologie et FPH, quelquefois. Mais le problème persiste, tout dépend du niveau des classes pour que ces cours soient dispensés. Ce que je disais, nous l'avons appris en troisième année. En première et deuxième année, on ne savait rien. À l'école fondamentale, on n'en parlait presque pas. Ce qu'on apprend à l'école ne suffit pas. Même si nous l'apprenons, il y a des jeunes qui font des rapports sexuels avant sans aucune information. Leurs parents n'en ont pas parlé. Les écoles qu'ils fréquentent ne les ont pas informés. Ils apprennent à un âge avancé et cela ne suffit pas. Ce qu'on apprend à l'école, c'est pour mémoriser. On apprend comme si c'était des mathématiques. On n'a pas le temps de poser toutes nos questions à tel point qu'on ait des connaissances suffisantes sur la prévention. Le rapport du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida montre que le taux de séroprévalence au pays est de 0,9% dans tout le pays, mais certaines villes et provinces ont un taux de séroprévalence supérieur à celui-là. Et en page politique, la mesure de suspension des activités de la coalition politique Urunani Burundi Bwabose prise par le gouverneur de Karusi, qui était prévue ce dimanche, est arbitraire. Des preuves attestant l'illégalité de cette décision à la disposition de la RPA montrent des contradictions dans les propos de cette autorité provinciale au moment où elle empêchait la tenue des activités de la dite coalition. Les détails avec David Claude Mbananayo. La voix est celle de la gouverneure de la province Karusi. C'était ce dimanche
Il est opposé à la tenue des activités de la coalition politique Runani Burundi bwa Bose au chef-lieu de la province Gitega selon le nouveau découpage administratif. Les membres de cette coalition politique ont présenté des documents administratifs et portant des cachets leur autorisant l'organisation d'une réunion à cet endroit. À qui appartient ces cachets? Je veux savoir celui qui a signé sur cette lettre pour le punir, car c'est pas moi. Bien que Devote Nizigimana reconnaisse le cachet opposé sur la lettre adressée aux autorités de la province Karusi, il nie avoir signé ce document. Il affirme qu'il s'agit de faux documents. Vous affirmez que cette lettre contient des cachets de la commune de Buhiga et de la province. Ces documents ne sont pas réels. Le gouverneur de la province Karusi a même déclaré que c'était la première fois qu'il entendait parler de cette coalition politique d'opposition, tandis que les membres de la coalition ont maintenu avoir informé les autorités de Karusi de la tenue de cette réunion. C'est quel parti politique? Est-ce que Runani Burundi bwa Bose est un parti politique? Laisse-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà vu un secrétaire signer ce document administratif? L'accusé de réception ne signifie pas que nous avons accepté la tenue de cette réunion. Selon des informations obtenues auprès de certaines autorités de Karusi, la gouverneure Devote Nizigimana aurait reçu l'ordre d'une haute autorité du pays d'empêcher les activités de cette coalition politique prévue à Karusi. Une copie de la lettre adressée à la gouverneure de la province Karusi par la coalition politique Runani Burundi bwa Bose dont nous disposons montre que cette coalition politique avait écrit à Madame Nizigimana le 9 mars pour l'informer de la tenue de cette réunion le 16 mars de l'année en cours. Cette lettre porte les cachets de l'administrateur de la commune de Buhiga et celui du gouverneur de la province Karusi. Merci à toi, David-Claude Mananayo. Ce qui est arrivé ce dimanche à Karusi, aux militants de la coalition Burundi bwa Bose de la nouvelle province de Gitega, démontre que les prochaines élections qui se tiendront au Burundi ne seront ni libres ni démocratiques. Cela ressort de la déclaration sortie ce 17 mars 2025 par cette coalition. Tout en rappelant les intimidations dont certains responsables sont victimes, la coalition Burundi bwa Bose demande aux autorités compétentes et aux organisations internationales à mettre en place des mesures urgentes afin de garantir des élections libres et transparentes. Je vous propose d'écouter Kefani Wizi. Il est le porte-parole de la coalition Burundi bwa Bose. La coalition Burundi bwa Bose vient de sortir une déclaration pour dénoncer les actes d'intimidation et de séquestration qu'elle est en train de subir à la veille des élections législatives et communales en cours de préparation. On a cité par exemple le cas qui s'est déroulé à Karusi où la coalition avait organisé une réunion dans cette province et la réunion avait été informée aux autorités régulièrement. Cependant, quand les militants se rassemblaient et que les représentants de notre coalition arrivaient là-bas, nous avons assisté à un acte du gouverneur accompagné d'autres autorités provinciales qui sont venues empêcher la réunion en fermant la salle de la réunion, mais aussi en sommant tous les participants de vider les lieux. Il s'agit d'un acte qui suit d'autres actes d'intimidation qui avaient été observés, notamment dans la province de Utanyerera, où notre représentant a été séquestré par des Imbonerakure sous forme d'enlèvement. Il a été relâché quelques temps après. De tels actes avaient été aussi observés à Karusi, où des représentants ou des cadres de la coalition avaient été aussi séquestrés sous forme d'enlèvement. Donc, nous notons qu'il s'agit des actes d'intolérance politique et qui montrent que le pouvoir en place ne veut pas des élections libres, transparentes et crédibles et ne veut pas avoir aucune voix dissonante des partis politiques ou de formations politiques de l'opposition parce que peut-être il n'a rien à vendre sur l'échiquier politique et il ne veut pas une réelle compétition. C'est pour cette raison que nous invitons toutes les autorités administratives depuis le ministre
titre et à l'intérieur de ses attributions, jusqu'à la base, de ne ménager aucun effort pour ouvrir l'espace pour tout acteur politique et pour qu'on puisse avoir des élections libres, transparentes, apaisées, crédibles, mais aussi on aimerait que les organisations internationales, les partenaires du Burundi, qui puissent rappeler à notre pays que nous sommes dans un pays démocratique et que les autorités puissent souscrire au respect des droits civiques et politiques de tous citoyens. Parlons à présent des droits de l'homme. Anita Gateretse est l'une des femmes défenseuses des droits de l'homme au Burundi qui a donné son témoignage à la RPA dans la suite de nos séries de reportages qui reviennent sur la résilience des femmes burundaises qui se sont levées pour agir dans différents domaines de la vie du pays, qu'elles soient au pays ou en exil. Anita Gateretse, une activiste chargée de coordonner les activités de l'ACAT Burundi et représentante du mouvement Tournons la page Burundi, révèle que la seule raison qui l'a poussée à emprunter cette voie est la soif de contribuer pour les autres dans le domaine de la promotion des droits de l'homme, un métier qui ne lui a pas été facile en tant qu'une femme burundaise. J'ai commencé ma carrière il y a plus ou moins 20 ans lorsque j'étais étudiante. J'ai été membre de diverses organisations de jeunes et de filles où j'ai travaillé comme bénévole dans des activités de défense des droits humains. J'ai appris surtout dans le renforcement des capacités en matière des droits humains, mais aussi en assistant les victimes, en particulier des femmes et des filles qui étaient victimes de violences basées sur le genre, mais aussi de personnes privées de liberté dont leurs droits étaient violés. Ce qui m'a motivé, ce qui m'a poussé à emprunter cette voie d'activisme en faveur pour la promotion des droits de l'homme, c'est la soif qui était à moi, que je sentais que je pouvais donner ma contribution aux autres, à la société et aussi au pays, en faisant ce que je sentais aimer et ce que je pouvais faire. Au Burundi, j'ai été membre de différentes organisations, mais aussi j'ai travaillé pour diverses organisations des droits de l'homme, tout en sachant qu'une fille ou une femme au Burundi, pour avoir un nom ou un poste, ça demande de travailler dur, parce que nous avons une culture qui ne donne pas la priorité à d'autres activités où beaucoup de personnes pensent que les femmes doivent s'occuper principalement des travaux ménagers. En 2015, lorsque le Burundi a eu des problèmes politiques, par après, en 2017, j'ai été poursuivie injustement suite à mon travail. J'ai eu des problèmes de sécurité et j'ai dû fuir le pays avec ma famille. Être persécutée jusqu'à fuir son pays à cause de son métier de défenseuse des droits humains au Burundi n'a pas découragé Anita Gateretse, mais plutôt que cela lui a donné la force de continuer à faire ce travail noble. Elle interpelle alors les autres femmes qui ont à cœur de militer en faveur des droits de l'homme de ne pas se laisser décourager par les circonstances, car son métier est indispensable pour le bien de tous les Burundais. C'était difficile parce que fuir avec un mari et des enfants, c'était pas vraiment facile. Il fallait nous adapter à une nouvelle vie et nous ajuster, faire une restructuration de notre style de vie, s'habituer à un endroit où on était au dépourvu. C'était tout nouveau et tout difficile. Mais toutefois, être poursuivi pour avoir défendu les droits humains, même si cela a impacté négativement ma vie et celle de ma famille, cela a accru mon courage pour poursuivre ce travail et apprendre à m'adapter et à travailler par d'autres moyens. Vous savez que parmi les défis auxquels sont confrontés les militantes des droits humains, c'est principalement pouvoir concilier les tâches ménagères et le travail, car nous avons beaucoup de responsabilités et il faut apprendre à gérer le temps différemment. Même si c'est difficile, il y a ce qui nous motive et ce qui nous encourage à continuer la lutte. C'est par exemple lorsque parmi les personnes qui nous aident, il y a ceux qui parviennent à reconstruire leur espoir dans la vie après avoir été affectés par l'injustice, qui obtiennent justice
ou reçoivent d'autres appuis. Ça, vraiment, ça nous donne une certaine reconnaissance et ça nous motive à continuer. C'est par exemple lorsqu'il y a une bonne décision prise par diverses autorités dans le sens de respecter les droits de la personne humaine. Lorsque j'ai donné ma contribution, là, ça m'enchante beaucoup. Je pourrais vous donner l'exemple des personnes qui sont libérées après avoir été détenues illégalement. Et lorsque j'ai donné ma contribution et que j'ai alerté pour ces personnes, ça m'enchante et ça me donne beaucoup d'énergie à continuer ce travail de promotion des droits humains. Mon conseil aux autres femmes, aux filles qui se battent pour les droits humains ou à ceux qui sont motivés à le faire et qui, malgré les difficultés, lutter pour les droits humains, c'est un beau métier. Chaque pas qu'une fille ou une femme fait dans la lutte pour les droits humains est une grande victoire dans la vie des gens en termes de justice et d'égalité devant la loi. En page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 cas de personnes assassinées au niveau de 3 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Toutes les 3 personnes ont été découvertes mortes. Emmanuel Ndaishimi. La première personne assassinée répertoriée par la RPA au cours de la semaine écoulée est une habitante de la mairie de Bujumbura. C'est une jeune fille prénommée Taopenis Nihebuayo qui faisait le métier d'agent de transfert d'argent via l'Imikash au marché de Ruziba situé en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. Elle a été déterrée dans une latrine par les agents de la Croix-Rouge samedi dernier. Selon des sources locales, la victime avait répondu à un appel téléphonique d'une personne qui lui disait qu'elle voulait faire un transfert d'argent. Cette personne a été arrêtée par la police pour des raisons d'enquête. La deuxième personne tuée est de la province Makamba. Il s'agit d'un homme retrouvé mort vendredi dernier sous un pont qui sépare le quartier Mukenge et la colline Kirama de la commune Makamba. Les administratifs ont indiqué que la victime est tombée sous ce pont lorsqu'il entrait chez lui et que c'est par cet accident qu'il est décédé. Une déclaration réfutée par des sources locales parlant plutôt d'une mort préméditée. Ces sources expliquent que la victime avait beaucoup de blessures au niveau de sa tête et qu'elle avait partagé un verre avec d'autres personnes dans un bar situé sur la colline Kirama. Autre chose, ces sources indiquent que la victime portait sur lui beaucoup d'argent. La troisième personne tuée répertoriée par la RPA est de la province Gitega. C'est un homme qui n'a pas été identifié. Son cadavre a été retrouvé au quartier Magarama dans la ville de Gitega vendredi dernier. Nos sources à Magarama indiquent que la victime aurait été tuée par des sentinelles lorsqu'il tentait de voler dans des bâtiments d'une église située dans le dit quartier. Page société pour terminer cette édition d'aujourd'hui. Envolée des cas d'empoisonnement au Burundi, une situation qui inquiète toute la société. Les victimes de ces empoisonnements sont de toutes catégories, enfants, adultes, pauvres et riches. Personne n'est épargné. Suivez Abbé Liboa Kagabo, il était invité dans l'émission Ijamboni Gwawe de vendredi dernier. Nobwira yuko kuva aho tuvuganiye ikiganiro yaciye nza ndabaza uwo wese mbega wewe byerekeye. Depuis que vous m'avez invité à cette émission, je me suis mis à demander à plusieurs de mes contacts ce qu'ils savent de cette situation. Toute personne que j'ai contactée a confirmé et m'a parlé au moins d'une personne qu'elle connaît qui a été empoisonnée. Ces 2 jours, j'ai été informée sur le cas de 4 personnes mortes empoisonnées. Et c'était des jeunes. Une jeune fille de 22 ans, un jeune homme de 26 ans, des enfants, etc. Partout dans n'importe quel quartier, il y a ces poisons. Même les médecins le confirment. Ils reçoivent des malades qu'ils essaient de traiter, mais sans résultat. Certains finissent par envoyer leurs patients chez les tradipraticiens. Et ces derniers sont devenus nombreux. Dans chaque quartier de Bujumbura, il y en a au moins 3 ou 4.
Même à Kilili, à Rohero, il y a ces tradipraticiens. Les gens y vont en grand nombre, on dirait dans des hôpitaux normaux. Ils vont là pour se faire soigner le poison. Vraiment, ça a atteint un niveau inquiétant aujourd'hui. Ces tradipraticiens confirment qu'ils reçoivent ces derniers jours beaucoup de victimes d'empoisonnement. Un des tradipraticiens qui s'est entretenu avec la RPA a précisé que certains prennent ce poison dans ce qu'ils mangent et boivent, d'autres sont envoûtés à travers leur vent. Les victimes sont dans deux catégories. Certains prennent le poison dans ce qu'ils mangent ou boivent. Disons 30 minutes après la consommation, les effets apparaissent. Si la victime n'est pas directement évacuée, elle peut succomber. La personne a de grandes douleurs au ventre. Elle sent la chaleur dans le ventre, la langue se coupe, les yeux rougissent et la victime commence alors à vomir le sang. Le foie est particulièrement touché et s'abîme. Les intestins se coupent à cause de cette grande chaleur et les maux de ventre. Si la personne n'est pas assistée sous peu, elle meurt. Les effets de l'envoûtement sont différents. Ici, les victimes se font traiter la plupart des cas de malaria, de fièvre typhoïde, des infections, mais ne guérissent pas. La mort vient lentement après une longue période de maladie qui ne guérissent jamais. La personne perd ses forces, le sang diminue progressivement dans son corps. Certains vomissent, d'autres ont des nausées mais ne vomissent pas, d'autres ont la sensation de ventre gonflé avec de petites douleurs. Les signes sont différents. Les sociologues font savoir que le poison est une arme utilisée pour se faire justice. Gaspard Kilombo explique que des gens y font recours en cas de conflits familiaux, tout comme en cas de conflits politiques. Pour le cas du Burundi, le sociologue lit la situation actuelle au passé douloureux qu'ont connu les Burundais et à la gouvernance du pays. Suivez le sociologue Gaspard Kilombo. Abantu bakoresha uburozi cangishano no bishamu migwi ine mu mugwi wa mbere igituma gikuru ca mbere n'ingorane yo mu mibano. Je donnerai 4 grandes raisons qui poussent les gens à faire recours au poison. La première raison, ce sont des conflits sociaux. Ici, je parlerai des jalousies, des compétitions, et les gens utilisent le poison pour éliminer leurs adversaires. Les jalousies, les compétitions peuvent engendrer des disputes, des haines. Je donnerai l'exemple des conflits en famille. C'est fréquent. En plus de ces conflits sociaux, le poison peut remplacer la justice. Si la justice n'est pas garantie dans le pays, certains font recours au poison pour se faire justice. La troisième raison est liée aux croyances occultes et à la magie noire. La quatrième raison, ce sont les jalousies et les compétitions politiques. Certains, au lieu de partager le pouvoir, utilisent le poison comme une arme de répression contre leurs opposants. Pour le cas du Burundi, n'oublions pas aussi le passé douloureux. Depuis 1993, il y a beaucoup d'assassinats au Burundi. Les gens sont tués quotidiennement, tués tend à devenir simple et normal. Ajoutez à cela l'injustice qui règne dans le pays, les gens pratiquent donc la justice populaire. Dans nos éditions de demain, nous vous parlerons de l'introduction de ce poison au Burundi. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce lundi, 17 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Au revoir.